Bon, écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième cours, donc, qui va être un cours principalement consacré à ce qu'on appelle l'oncologie virale, c'est-à-dire les rapports entre les infections virales et le développement de cancer, et plus particulièrement aujourd'hui consacré au problème des rétrovirus, donc une catégorie particulière de virus qui a joué historiquement un rôle extrêmement important dans la compréhension des mécanismes moléculaires du cancer, même si, comme on le verra, ces rétrovirus ont, dans les cancers naturels, si j'ose dire, de l'homme, un rôle relativement marginal. Donc, dans les années 1950, les scientifiques étaient convaincus que le cancer résultait d'anomalies génétiques progressivement acquises dans une cellule particulière. C'est ce que je vous ai expliqué dans le dernier cours. Et cette conviction était née en particulier du chevauchement presque complet entre les agents mutagènes, les agents qui vont donner des mutations, comme les rayonnements, comme certains types de produits chimiques, et puis les agents cancérigènes, donc ceux qui vont participer au développement du cancer. Et donc ça avait conduit à un modèle dans lequel on allait impliquer dans la cancérogénèse des anomalies acquises du patrimoine génétique. C'est donc une maladie qui déjà à l'époque était vue comme une maladie de l'usure, du vieillissement, et aggravée par tout ce qui va endommager l'ADN directement ou indirectement. Alors le défi auquel les scientifiques se trouvaient confrontés était d'arriver à identifier, bien entendu, ces anomalies pour comprendre, pour arriver à entrer dans le problème de la génomique du cancer. Ceci dit, comment les trouver? Vous savez que notre patrimoine génétique fait environ 3 milliards de bases, donc comme un long poème avec 3 milliards de lettres. Comment trouver ces défauts, sachant que parfois il n'y en a qu'un seul, il y a une seule lettre qui est changée. Donc c'était le classique problème en biologie de l'aiguille dans la botte de foin. Comment arriver à le trouver? Et puis autre problème, dans certaines tumeurs par contre les génomes sont extrêmement réarrangés, donc là le texte est totalement illisible, il y a des mutations partout, il y a des réarrangements partout. Comment arriver à trouver celle qui est fonctionnellement importante pour le développement de la tumeur? Et c'était donc là le défi, à la fois défi technologique et défi d'interprétation auxquels étaient confrontés les scientifiques à cette époque. Alors, vous savez certainement qu'en médecine et en physiologie, les modèles animaux jouent un rôle absolument irremplaçable et que dans beaucoup de situations, en particulier celle du cancer, comme on va le voir aujourd'hui, l'utilisation de ces modèles animaux a été un prérequis absolument indispensable pour avancer dans la compréhension de la maladie, parce qu'il va permettre une approche scientifique et une approche raisonnée, contrairement évidemment à ce qu'on pouvait faire en médecine avec des constatations qui étaient essentiellement observationnelles, de voir ce qui se passait chez les patients. Évidemment, on n'avait pas de possibilité de faire du mécanisme comme ça. Et donc ça a conduit, à partir de la fin du XIXe siècle, à ce qu'on a appelé le cancer expérimental. Et historiquement, ce cancer expérimental a d'abord été viral. En effet, cette problématique est née peu de temps après la révolution pasteurienne, et Pasteur, donc, avec sa découverte des micro-organismes, va chercher, lui et ses élèves, vont chercher, dans pratiquement toutes les maladies, une origine infectieuse, donc une origine bactérienne ou une origine virale. Alors à l'époque de Pasteur et de ses collaborateurs, la séparation entre maladies bactériennes et maladies virales se faisait par des techniques de filtration. C'est-à-dire qu'on avait des extraits, et ces extraits allaient être passés sur des filtres extrêmement puissants, filtres en porcelaine, qui permettaient de séparer les bactéries qui étaient retenues par les filtres parce qu'elles étaient grosses, des virus qui passaient à travers ces filtres parce qu'ils étaient plus petits. Alors déjà à l'époque de Pasteur, on savait que des maladies comme la maladie du charbon, l'agent du charbon était arrêté par les filtres, alors que les virus, comme les virus de la rage ou de la variole, eux, passaient à travers les filtres. Et donc on avait à l'époque cette définition d'agents infectieux qu'on appelait des agents ultrafiltrants, ce
qui veut dire qu'ils étaient suffisamment petits pour traverser les filtres et garder leurs propriétés ensuite. Et donc, un peu plus tard, on verra que ces virus, donc définis par leur pouvoir ultrafiltrant, vont être capables d'induire des maladies chez un certain nombre d'animaux. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, on va séparer ces virus en deux grandes catégories qui vont être à la base de notre discussion aujourd'hui. Les virus qui pouvaient être inactivés par des enzymes détruisant l'ADN, donc par des DNases, donc virus dont le génome est constitué d'ADN, et puis l'autre classe, des virus dont le génome pouvait être inactivé par des préparations de RNase, et donc génome dont virus dont le génome est constitué d'ARN. Et ce sont ceux auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. On parlera dans le prochain cours des virus à ADN. Et pour finir cette rapide introduction, on va voir que, bien que ces modèles ne présentent que des aspects finalement assez marginaux des cancers humains naturels, il n'y a que quelques très rares cas chez l'homme de cancers qui sont liés à des infections rétrovirales, ces modèles ont eu une importance essentielle, considérable, pour la découverte des gènes du cancer. C'est grâce à ces virus, chez le poulet, comme on va le voir, qu'on a pu découvrir les gènes du cancer et qu'on a pu se lancer dans la grande aventure de l'identification des oncogènes et qu'on est passé finalement à l'ère génétique. Donc aujourd'hui, on va parler de trois choses séparées. D'abord, des rétrovirus portant des oncogènes cellulaires, c'est l'exemple du RSV auquel on va venir dans une seconde. Ensuite, le problème de la mutagénèse d'insertion par les rétrovirus, dont le cycle réplicatif par lui-même est porteur d'incidents de modification génétique. Et puis finir avec le cas des rétrovirus qui portent des oncogènes viraux et donc des virus pour lesquels c'est une protéine virale qui est impliquée dans les effets biologiques. Donc commençons par parler du RSV, du Rous Sarcoma Virus. Donc, dès la fin du XIXe siècle, un certain nombre d'expériences suggéraient fortement la présence d'agents infectieux dans certaines formes de cancer. Et l'une des preuves qui avait été avancée à l'époque était que dans certaines conditions, on avait réussi à transplanter certaines tumeurs d'un animal à un autre. En particulier, ça avait été fait chez le chien, mais aussi chez certaines formes de tumeurs chez les poulets. Et donc, les scientifiques à l'époque avaient présumé, proposé que cette capacité de transplanter la maladie avec des extraits de tumeurs impliquait la présence d'un agent infectieux. Alors, c'était probablement une conclusion un petit peu rapide, parce qu'il pouvait aussi s'agir tout simplement d'une greffe de cellules tumorales, et que les cellules donc de la tumeur développée chez un animal allait pousser chez un autre animal si les conditions de compatibilité tissulaire étaient respectées. Néanmoins, ça a poussé un certain nombre d'autres études dans lesquelles, là, on a réellement cherché à faire des préparations infectieuses. Et donc, les premières expériences ont été réalisées sur des poulets. Donc, vous voyez en haut une poule qui porte une tumeur sur le côté, une tumeur des parties molles qu'on appelle un sarcome. Et en bas, deux scientifiques qui ont vraiment été les premiers à faire des observations concluantes, qui étaient des scientifiques danois, qui s'appelaient Ellerman et Bang, et qui ont fait une expérience extrêmement simple à l'époque, une expérience qui aurait pu être faite par les chercheurs de Pasteur, ou moins de son équipe, de dire qu'on allait prendre la tumeur, on va la broyer, ce qui vous est représenté en dessous, on va prendre la tumeur, on va la prélever, on va la broyer, on va la passer sur du sable pour enlever tous les extraits cellulaires de grande taille, et ensuite, dans le petit entonnoir, vous voyez qu'on représente un filtre en céramique, on va filtrer, et on va récupérer le jus, si j'ose dire, qui sort en dessous. Et ce jus, on va le réinjecter chez un autre poulet, et on va observer très rapidement le développement d'une tumeur comparable au niveau histologique, comparable donc microscopiquement à la première tumeur chez le premier poulet. Donc ça, c'est une expérience très simple, mais qui démontre le caractère infectieux de la maladie dans cette situation-là.
Alors, de manière assez curieuse, finalement, après avoir réalisé cette expérience qui a été publiée, qui était claire, ses collègues ont tout laissé tomber. Pourtant, ça démontrait que dans ce cas-là, ce cancer-là particulier était lié à un agent infectieux. Et donc, ils ont arrêté. Et comme assez souvent dans l'histoire des sciences, c'est un autre collègue, Peyton Rouse, qui travaillait à l'Institut Rockefeller à New York, qui a refait exactement la même chose. Alors, c'est toujours difficile de savoir si c'était une observation indépendante, s'il a eu la même idée ou s'il s'est inspiré de ce qu'il avait pu entendre dans des communications scientifiques ou dans des congrès. Toujours est-il qu'il a fait exactement la même chose, sauf que lui a continué. Et donc, il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un agent infectieux et que cet agent infectieux était nécessaire pour transmettre la tumeur. Alors, ce sur quoi il faut absolument insister, parce que c'est tout à fait inhabituel, c'est la très faible latence entre l'injection de virus et le développement du cancer. Je vous ai dit que dans la plupart des autres situations, le cancer, entre l'exposition initiale à l'agent mutagène, entre le rayonnement initial, l'exposition chimique initiale et le développement du cancer, il va se passer beaucoup de temps, parfois plusieurs dizaines d'années. Là, pas du tout. Là, on est dans une situation quasi épidémique. C'est-à-dire qu'il se passe quelques semaines entre l'injection du virus et la mort du poulet. Donc ça, c'était vraiment tout à fait inhabituel, et on va voir que c'est lié à la présence d'un gène transformant extrêmement fort. Donc, dans la plupart des autres situations, il va y avoir une latence importante, il va y avoir parfois des dizaines d'années, encore une fois, et puis il y a des stades intermédiaires qu'on a vus dans le cours précédent. On va avoir, dans le cas des tumeurs épithéliales, d'abord une hyperplasie, puis une dysplasie, puis passage franchement au cancer, puis au in situ, puis au cancer invasif. Là, pas du tout. On a quasiment une épidémie. Et d'ailleurs, ces épidémies de rétrovirus chez les poulets surviennent de temps en temps encore dans des élevages industriels. Une fois tous les 10 ou 20 ans, il va y avoir une épidémie, et cette épidémie va permettre de caractériser un nouveau virus. Donc, développement très rapide, quasi épidémique. Au niveau moléculaire, vous vous rappelez que dans le cours précédent, je vous ai dit que les tumeurs étaient en général clonales, qu'elles dérivaient d'une seule cellule. Eh bien, des analyses qui ont été faites bien après Rouse ont montré que dans ce cas-là, les tumeurs ne sont pas monoclonales, les tumeurs sont polyclonales, c'est-à-dire que les tumeurs partent de plusieurs cellules différentes, ce qui traduit le fait qu'on a un stimulus de transformation, de cancérisation qui est extrêmement puissant et qui, au fond, est capable de transformer en d'un seul coup, une cellule normale, complètement normale, en une cellule complètement cancéreuse. On n'a pas besoin des différentes étapes que j'ai pu vous décrire dans le cours précédent. Bon, alors, donc un modèle extrêmement particulier. Alors, pourquoi, au fond, est-ce qu'on n'a pas tout compris tout de suite? D'abord, il y avait des obstacles technologiques. Et puis, comme assez souvent en science, il y a eu des fausses pistes. Et la fausse piste est venue des travaux d'un savant qui s'appelait Fingbinger sur les cancers de l'estomac, qu'il arrivait à transmettre par un mode infectieux aussi par des vers. Et donc, il proposait une origine infectieuse pour les cancers de l'estomac. Le problème est que son expérience manquait de contrôle. Il a eu le prix Nobel extrêmement rapidement. Il a eu le prix Nobel quelques années après ses travaux. Et puis, après qu'il ait eu le prix Nobel, il s'est avéré que son modèle n'était pas scientifiquement satisfaisant et que ce qu'il avait démontré, au fond, c'était presque rien. Ce qu'il voyait, ce n'était pas des cancers, c'était de simples métaplasies, ça n'était pas transplantable et ce n'est pas le ver qui était à l'origine du développement. Donc, en gros, tout était faux. Et donc, le fait qu'il ait eu une telle reconnaissance pour des travaux qui ensuite se sont avérés très contestables et qui ont été réfutés, fait que la piste du cancer infectieux est finalement rentrée dans une très longue éclipse. Et en plus, à cette époque-là, c'était le moment où il y a eu les grands travaux sur les rayons X, sur la mutagénèse, et donc c'est la piste chimique, la piste des rayonnements et la piste des mutagènes qui ont marginalisé l'hypothèse virale. Et ces travaux, pourtant extrêmement convaincants et tout à fait exacts de Peyton Rouse, sont tombés dans une quasi-indifférence ou un quasi-oubli. Donc il y a eu une éclipse de pratiquement 50 ans. De manière intéressante, vous voyez que j'ai mis cette date de 1911. Peyton Rouse a fini par avoir le prix Nobel, mais il l'a eu plus de 50 ans après,
à sa découverte primordiale. Donc une reconnaissance du poids, d'une importance de ces observations, mais qui est venue extrêmement tard et bien après. Donc, longue éclipse marquée par des modifications des conditions d'administration, c'est-à-dire que plutôt que d'injecter les virus chez un poulet adulte, on a cherché à en injecter chez des poulets nouveau-nés, et ça marche encore mieux. De manière assez classique, les virus sont mieux tolérés quand ils sont injectés chez des nouveau-nés, donc ça va conduire souvent à des maladies plus spectaculaires dans leur développement. On a aussi essayé de transduire ce virus pas simplement dans le muscle, comme l'avait fait Peyton Rouse, mais directement dans la circulation, dans d'autres tissus. On a essayé d'injecter ces virus avec des immunosuppresseurs, comme des corticoïdes, pour que leur action soit encore plus violente. En gros, dans tous les coups, à toutes les situations, on observait bien des tumeurs, et de manière importante, on n'avait pas toujours des sarcomes, mais il y a également d'autres types de tumeurs qui ont été décrits avec d'autres voies d'administration. Et ça, c'est en particulier des travaux du groupe d'Oberlin dans les années 40 et 50. Alors, chose très importante, il a été montré aussi dans cette longue éclipse que le virus était probablement un virus à ARN parce qu'il allait être complètement inactivé par des enzymes dégradant l'ARN, alors que les enzymes dégradant l'ADN, elles, n'avaient strictement aucun effet. Donc, ceci permettait de séparer ce virus de Rouse d'un virus que je vous ai mentionné dans une diapositive précédente, le virus de Shope, dont on parlera dans le prochain cours, qui lui était un virus à ADN et qui est donc inactivé par les DNAs. Alors, à partir des années 1960, la virologie revient très en force, entre autres grâce au développement des systèmes de culture cellulaire, et on va faire un certain nombre d'observations princeps très importantes qui vont contribuer à la découverte des oncogènes. Alors, la première chose dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des virus sont capables de tuer les cellules. Donc ça vous représente une couche de cellules. Vous avez des cellules normales, ce sont des cellules de type fibroblastique, et ces cellules normales vous sont représentées ici. Elles vont pousser, et elles vont pousser jusqu'à réaliser ce qui est presque atteint ici, une monocouche, c'est-à-dire quand toutes les cellules se touchent, et à ce moment-là, elles s'arrêtent de pousser parce que les cellules normales sont soumises à ce qu'on appelle l'inhibition de contact. Et puis, vous voyez des choses bizarres qui se passent là au milieu. C'est ce qu'on appelle un foyer. Et ce foyer est lié à l'infection par le virus. On ne voit apparaître ce foyer que si on a exposé ces cellules à ce virus avant. Et donc, ces cellules, en fait, vous voyez qu'elles sont arrondies, mais en fait, elles ne sont pas mortes. Habituellement, avec des virus, on va avoir un trou. Donc, un foyer de lyse virale va se manifester par l'existence d'un trou au milieu de ce tapis. Là, on n'a pas un trou, on a au contraire des cellules qui poussent plutôt mieux. Et on s'aperçoit même que ces cellules, au fond, sont devenues immortelles. On peut les propager éternellement. Donc, au lieu finalement de tuer, le RSV va donner un avantage sélectif tout à fait clair à la cellule qui l'infecte. Bon. Avantage sélectif. Alors, en plus, au niveau de la morphologie, alors ça c'est une image postérieure, une image avec des techniques qu'on appelle de microscopie à balayage. Vous voyez des fibroblastes qui sont des cellules plates qui s'accrochent au plastique. Et vous voyez qu'après infection par le RSV, on a des cellules qui sont rondes, qui vont pousser en grappe, ça ressemble presque à une grappe de raisin. Et il y a donc des changements morphologiques extrêmement profonds. Ces cellules poussent beaucoup plus vite, par ailleurs. Elles ont un métabolisme du glucose qui est anormal. Et puis, elles vont être capables de faire ce qu'on appelle des vrais foyers. Vous voyez, donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, des cellules normales vont réaliser cette monocouche qui va s'arrêter de pousser lorsque les cellules vont être à confluence, quand elles se touchent, comme vous voyez ici. Et puis, si vous infectez une cellule par le RSV, elle va devenir plus grosse, elle va devenir ronde, et puis elle va commencer à faire ce foyer de transformation. Elle va pousser en grappe, elle va pousser dans le vide, ça c'est tout à fait important, elle va être poussée sans avoir besoin de s'ancrer sur le plastique. Et ça, c'est évidemment un changement tout à fait considérable dans le comportement. Ça, c'est ce qu'on a appelé à l'époque la transformation. Transformation, ça veut dire que la cellule est devenue cancéreuse. En effet, quand on met en culture des cellules provenant de cancer, elles vont avoir ces caractéristiques.
elles vont être capables de pousser dans le vide, elles vont être capables de pousser même dans de la gélatine très molle, ce qu'on appelle la gélose. Elles vont avoir ce métabolisme du glucose anormal. Bref, vous voyez que ce que traduit cette image extrêmement simple, c'est que grâce à un virus, immédiatement, on a transformé une cellule normale en une cellule cancéreuse. Ça, c'était évidemment extrêmement important parce que c'était un véritable changement de paradigme. Jusqu'à présent, on avait étudié le cancer chez l'animal et on cherchait les signes du cancer chez l'animal. On cherchait des masses, on cherchait de la diffusion, on cherchait du pouvoir métastatique. Donc on réalisait ces expériences avec des préparations virales chez des animaux entiers. Et bien là, ce que montre cette expérience fondamentale, c'est qu'au fond, on peut remplacer le travail chez l'animal, qui est évidemment compliqué, lourd, coûteux, par un travail en laboratoire sur des cellules. Et ceci permet du coup toutes sortes de possibilités qu'on n'avait pas avant avec les modèles animaux. On va d'abord pouvoir faire une description extrêmement précise de la biologie cellulaire de ces cellules transformées, pas seulement dire qu'elles sont rondes, pas seulement dire qu'elles métabolisent rapidement le glucose, il y aura des tas d'autres caractéristiques des cellules cancéreuses qu'on va pouvoir étudier en détail. Et puis, on va également pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la génétique du virus. On va pouvoir commencer à étudier différents types de virus pour voir comment ils vont se transformer comment ils vont se comporter dans ce test cellulaire, et on va pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce qui, chez le virus, est responsable de ce pouvoir transformant. Et donc, avec un système extrêmement simple comme ça, on va pouvoir commencer à se poser quelques questions clés de biologie. Alors, une des questions simples, c'était est-ce que la transformation nécessite la réplication du virus ? Ce que je vous ai montré là, c'est le virus infecte, et puis ensuite, il va se répliquer, il va aller infecter d'autres cellules à côté, et le virus va se propager comme ça, petit à petit, sur la culture cellulaire. Et donc, est-ce que cette réplication virale est nécessaire ? Eh bien, la réponse a été non. On peut arriver à fabriquer, par des technologies sur lesquelles je ne vais pas entrer, parce que ça dépasserait nettement le cadre de ce cours, on peut fabriquer des virus qui ne se répliquent pas dans les cellules hôtes. Eh bien, ces virus, quand on prenait le RSV, étaient capables toujours de transformer. Alors, deuxième hypothèse, on connaît des virus qui sont capables de faire une marque en quelque sorte et de s'en aller. On appelle ça en anglais hit and run, hein, frapper et courir. Le virus vient, il fait une modification, ensuite il s'en va, il disparaît, mais la trace de la frappe reste toujours présente. Et des expériences là aussi de virologie assez classiques montrent que ça n'est pas le cas et que finalement, dans ce modèle du RSV, le virus va laisser une trace stable, et en l'occurrence, ces cellules, une fois qu'elles sont transformées indéfiniment. Elles ont changé une bonne fois pour toutes leurs caractéristiques, il n'y a plus moyen de les faire revenir en arrière. Alors, un moyen de les faire finalement revenir en arrière a été trouvé avec une technique qui venait une technique héritée de la génétique, dans laquelle on va faire ce qu'on appelle des mutants thermosensibles. Alors, un mutant thermosensible, qu'est-ce que c'est ? C'est une mutation, donc un changement génétique limité, en général une mutation d'un nucléotide, qui va faire qu'une protéine va être spécifique du micro-organisme, qui peut être un virus ou une bactérie, une protéine va être très légèrement déstabilisée. Elle va être déstabilisée, ce qui veut dire qu'à une température élevée, alors les cellules de poulet par exemple, pour l'instant on est chez le poulet, les cellules de poulet sont à 41 degrés, et donc à 41 degrés, la protéine est suffisamment déstabilisée pour ne pas fonctionner. Donc on a un mutant nul. Mais par contre, si on diminue un peu la température, et en fait dans l'expérience en question, il suffisait de diminuer la température à 37 degrés, eh bien si on diminue un petit peu la température, cette mutation va être tolérée, la protéine va garder sa forme, elle va garder sa forme et sa fonction, et donc on a un système extrêmement commode pour faire de la génétique, où on va avoir ce qu'on appelle un phénotype à température élevée, et ce phénotype est perdu à une température basse. Donc un mutant thermosensible, et ça, dans l'histoire de la bactériologie et de la virologie, ça a été extrêmement important, parce que ça permet d'avoir un système biologique qui, suivant la température, va avoir des caractéristiques complètement différentes.
Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça au cas qui nous intéresse? Eh bien, on va infecter avec ce virus dont on sait qu'il porte cette mutation thermosensible. On a des cellules qui, au départ, sont normales. Ce sont ces fibroblastes bien plats que je vous ai montrés tout à l'heure. On infecte. On a des cellules qui sont transformées. Pour l'instant, on reste à 37 degrés. Et puis, on va monter la température à 41 degrés, donc à la température normalement habituelle, température pour laquelle on sait qu'il y a ce défaut de cette protéine. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on retourne au phénotype normal. Et après avoir cultivé, divisé ces cellules pendant un certain nombre de passages, on peut revenir à la température basse. Et en revenant à la température basse, eh bien, on retrouve le phénotype transformé, on retrouve des cellules rondes, on retrouve des cellules qui mangent le glucose de manière avide. Donc, que vous indique cette expérience extrêmement simple et extrêmement importante? Eh bien, c'est que finalement, dans ce virus, il y a une seule mutation, et cette mutation va porter sur un gène qui est responsable du maintien, à la fois de l'induction et du maintien du caractère transformé, du caractère cancéreux, et que l'infection, au fond, par ce virus, va injecter quelque chose dans la cellule qui va rester une marque définitive et qui va porter ce caractère thermosensible, donc démontrant la nécessité de la fonction d'une protéine amenée par le virus pour la transformation. Donc ça, c'était une expérience extrêmement importante et qui a bien montré qu'il y a une protéine, et probablement une seule, du virus qui est apportée par le virus et qui va être responsable de manière définitive de la transformation cellulaire, cette protéine, dans ce cas-là, portant cette mutation thermosensible. Bon, alors comment est-ce qu'on a été plus loin? Eh bien, ensuite, on va chercher à caractériser directement ce virus. Alors voilà une très belle image de microscopie électronique qui vous montre un rétrovirus en train de bourgeonner à la membrane. On verra tout à l'heure ce qu'est l'anatomie exacte de ce virus, mais vous voyez que ce virus va sortir de la membrane plasmique avec une véritable tête ici, qui va sortir, qui va aller dans ce milieu, et ensuite pouvoir infecter. Alors, à quoi ressemblent ces rétrovirus? Donc ça, ce sont évidemment des données qui ont été acquises longtemps après, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Donc il y a trois éléments dans un rétrovirus. En commençant par l'extérieur, on va avoir une enveloppe qui vous est représentée ici en vert. Cette protéine d'enveloppe va être en quelque sorte un espèce de code-barre qui va permettre d'aller reconnaître certaines cellules par une interaction directe avec un récepteur. Et donc l'interaction entre ce récepteur et cette protéine d'enveloppe va déterminer ce qu'on appelle le tropisme ou la spécificité d'infection. Ça va permettre d'envoyer le virus dans certaines cellules de manière spécifique et de le faire entrer. Ensuite, on a des constituants de structure, avec en particulier en jaune ici ce qui vous est représenté, qui va être la capside, qui est en fait une espèce de coque qui va protéger le virus au-delà de la bicouche lipidique qui provient de la membrane cellulaire qui vous est représentée ici en gris. Et donc après cette coque qui va protéger le virus, on a en bleu le génome, c'est-à-dire une molécule d'ARN. Et autour de ce génome, on va avoir un certain nombre d'enzymes qui vous sont représentés ici en rouge ou en rose, qui vont permettre l'expression, on va voir, et l'impression de ce virus. Bon. Donc ça, c'est la structure générale de ce virus. Mais il y avait tout de même un problème, c'est que je vous ai dit qu'on avait un virus à ARN. Et on savait déjà à l'époque, dans les années 60-70, que le génome des virus à ADN était capable de s'intégrer dans les cellules hôtes. Par contre, l'ARN, lui, n'est pas capable de s'intégrer, puisque l'ARN n'est pas la molécule de l'information génétique. Et donc, on ne comprenait absolument pas pourquoi une molécule d'ARN provenant d'un virus ARN allait être capable de laisser une marque définitive dans la cellule qu'elle infecte, marque définitive qui était démontrée par cette expérience. Donc, comment, au fond, ce virus qui n'amène que de l'ARN était-il capable d'induire, de transduire une marque définitive dans le génome des cellules qui l'infectent? Et ça avait été une vraie question qui hantait un certain nombre de virologistes, et en particulier l'un des plus créatifs et des plus brillants, qui s'appelait Howard Temin,
Et Temin avait, à l'époque, proposé que peut-être que cet ARN allait être transformé en ADN et que la copie de cet ARN transformé en ADN allait s'insérer dans le génome de hôte, exactement comme l'aurait fait un virus à ADN. Alors ça, c'était une véritable révolution. Quand il l'a proposé, c'était même quasiment une obscénité, parce que la règle, c'était que l'information génétique était portée sur l'ADN, qu'elle allait ensuite être traduite en ARN, et ensuite qu'elle allait descendre en protéines. Et donc il y avait un axe, une polarité qui était absolue, ADN, ARN, protéines. Et ce que proposait Temin, c'est qu'on était capable, finalement, dans certaines circonstances, d'inverser cette polarité, et que cette inversion de polarité faisait que de l'ARN, dans certaines circonstances, allait être capable de devenir de l'ADN. Alors ça, personne n'y a cru. Beaucoup de gens se sont même moqués de lui. Et puis, assez peu de temps après, à la fois lui et David Baltimore ont réussi à montrer qu'il existait effectivement une enzyme fondamentale dans la biologie moderne, qui est capable de transformer de l'ARN en ADN, et qu'effectivement, tout ce qu'avait prédit Temin s'est réalisé. Et donc, ça va m'amener à vous expliquer un petit peu ce qu'est le cycle du rétrovirus. C'est quelque chose donc d'important pour comprendre la suite du raisonnement. Donc, le virus, on l'a vu, trois constituants, le code barre en quelque sorte, avec la protéine, la capside, qui protège, et puis à l'intérieur, ce génome et ses enzymes. Donc, on va d'abord avoir une interaction avec un récepteur situé à la membrane de la cellule hôte. Ça, c'est la membrane de la cellule qui va être infectée. On va avoir un processus de fusion permis par l'enveloppe qui va permettre d'adresser, finalement, un peu comme une boîte aux lettres, le virus avec sa capside qui va rentrer dans le cytoplasme. Cette capside, ensuite, va être désorganisée, elle va être digérée, et ça va laisser dans le cytoplasme le génome, l'ARN du virus, avec cette enzyme, la reverse transcriptase. Et cette reverse transcriptase donc, va ensuite réaliser cette inversion fondamentale dans la polarité des phénomènes biologiques. Elle va transformer cet ARN en ADN. Cet ADN, donc simple brin, le deuxième brin d'ARN parental va être ensuite digéré, et on va passer à un ADN double brin. Et cet ADN double brin va ensuite rentrer dans le noyau, et entrant dans le noyau, il va pouvoir ensuite s'insérer dans le génome de la cellule hôte. Alors, une fois qu'il est intégré dans le génome de la cellule hôte, il va se comporter comme un gène normal, comme un gène endogène de la cellule, et donc il va être transcrit par la machinerie cellulaire, en particulier par la RNA polymérase, qui va permettre de faire des transcrits viraux maintenant, transcrits viraux mais qui sont synthétisés par la machinerie cellulaire. Et ces transcrits viraux vont donner ce qu'on appelle le prégénome, finalement celui qui était là, vont donner des protéines de capside, vont donner des protéines d'enveloppe, vont donner les protéines régulatrices et en particulier la reverse transcriptase. Les virus vont s'assembler dans le cytoplasme et vont ensuite être relargués dans le milieu. Bon. Donc cette découverte de la reverse transcriptase a valu à Temin et à Baltimore le prix Nobel extrêmement rapidement, parce qu'effectivement, non seulement c'était une révolution dans la manière de penser, mais c'était aussi un outil absolument extraordinaire. Et dans une certaine mesure, la reverse transcriptase, en permettant l'exploration du monde ARN, va permettre l'avènement du génie génétique et va permettre de transformer des ARN en ADN qu'on va pouvoir ensuite manipuler, utiliser. Et donc, c'est vraiment la naissance du génie génétique et en grande partie de la biologie moderne. Donc, rétrovirus, outil donc pour essayer de comprendre l'origine du cancer, outil formidable aussi pour les biologistes, et c'est vraiment de ces découvertes-là que date l'envol de la biologie moderne. Alors, revenons donc au RSV. Eh bien, le RSV, en fait, appartient, ça c'est l'arbre de famille des rétrovirus qu'on connaît. Tous ces rétrovirus vont donc se caractériser par la présence d'un génome ARN, et ce génome ARN va permettre, avec la reverse transcriptase, va permettre la fabrication de provirus, la copie ADN du virus qui va s'intégrer dans le génome des cellules cibles. Alors, le RSV ici vous est représenté là. Il fait partie des alpha-rétrovirus simples, c'est parmi les premiers membres de la famille. On verra que le RSV dérive d'un virus parental
qui s'appelle ALV, pour Avian Leukocytosis Virus, le virus des leucémies aviaires. Et il y a des tas d'autres clusters dans cet arbre généalogique. Un autre virus dont on parlera plus tard qui s'appelle le MMTV, le Mouse Mammary Tumor Virus, le virus qui donne des cancers du sein chez la souris. Il y a là tout le groupe complexe des lentivirus qui, bien sûr, sont responsables du syndrome d'immunodéficience acquise et du sida. Un autre virus dont on parlera peut-être à la fin de ce cours, si on y arrive au niveau temps, qui s'appelle HTLV1, qui est un virus complexe, qui est un virus leucémogène qui touche l'homme. Un autre groupe de rétrovirus, avec en particulier le MLV, le Mouse Leukemia Virus, dont on parlera aussi un petit peu, et puis un groupe assez mystérieux qui s'appelle les Spuma rétrovirus, qui sont des virus très fréquents chez les singes, qui sont de vrais rétrovirus, mais qui pour l'instant ne semblent associés à aucune pathologie particulière. On n'a pas trouvé quoi que ce soit qui soit lié à l'infection par ces virus, au moins chez les singes, qui peuvent parfois infecter l'homme, en particulier après des morsures par des singes infectés. Donc vous voyez une famille très diverse, avec des virus pathogènes, des virus non pathogènes, des virus qui donnent des cancers, d'autres qui n'en donnent pas, et virus qui sont unis donc, par un mode de réplication qui fait appel à cette rétrotranscriptase. Alors, donc, je vous ai dit qu'on allait revenir au RSV. Alors, on a défini assez rapidement, pour ces rétrovirus, 3 gènes sur le provirus. Ça, c'est la copie ADN intégrée, vous voyez, dans le génome cellulaire. On a défini les gènes GAG. Donc, les gènes GAG, ce sont les gènes qui vont former la capside et la nucléocapside, qui vont protéger le virus. La région qu'on appelle POL pour polymérase, c'est un complexe de différentes. Enfin, c'est une succession de plusieurs gènes qui vont en particulier de la rétrotranscriptase, mais aussi d'une autre enzyme qui s'appelle l'intégrase, qui va permettre de faire insérer le provirus dans le génome de l'hôte. Et puis finalement, il y a la protéine d'enveloppe, la protéine externe, celle qui était en vert tout à l'heure, et qui va être capable, qui va être à la périphérie du virus, insérée dans la membrane, et qui va permettre donc l'infection de certaines cellules spécifiques. Et donc, on a commencé, puisqu'on avait un test cellulaire simple, qu'on connaissait à peu près la forme du virus, on a commencé à faire de la génétique, et on a pu voir assez rapidement que la région gauche du virus, avec ces 3 gènes GAG, POL et ENF, qui sont les gènes typiques de tous les rétrovirus, on va les voir pour chacun des rétrovirus qu'on va examiner, sont nécessaires à la reproduction du virus. Donc ça, c'est ce qui sert à faire que la machinerie puisse la reproduction puisse se faire. Et puis, donc, il y avait une autre région qu'on a appelée SARC, pour sarcome, qui est située à droite et qui, elle, est responsable de la transformation. Et donc, on a pu, à connaissance aussi, faire des mutants. Donc, le mutant thermosensible, finalement, il était dans ce gène SARC, puisque je vous ai dit que le mutant thermosensible, la reproduction était normale, c'était le pouvoir transformant qui était altéré. On a pu faire des mutants du RSV dans lesquels le gène SARC était perdu, ou la région SARC était perdue, et on s'est aperçu bien que ces mutants n'étaient plus transformants, ils n'étaient plus capables d'induire la transformation cellulaire. Alors, l'expérience absolument critique, et cette expérience a valu le prix Nobel à Mike Bishop et Arnold Varmus, qui ont été les premiers à la faire, a été de créer une sonde génomique de cette région. Alors, une sonde génomique, sans rentrer dans les détails qui sont de la cuisine de biologie moléculaire, ça veut dire finalement d'arriver à isoler cette région, de la rendre radioactive, et l'ayant rendue radioactive, on va l'utiliser pour aller observer ce qui se passe au moment de l'infection. Et donc l'idée, c'était d'avoir des définitions dans l'espace et dans le temps de l'infection, de savoir à quel moment ce gène SARC allait s'exprimer. Est-ce que c'est tout à fait au début de l'infection? Est-ce que c'est après? Est-ce qu'une fois que la cellule est-ce qu'une fois que la cellule a été transformée, ce gène SARC s'exprime toujours? Et en science, les meilleures expériences sont celles qui donnent le résultat inverse de celui escompté. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. La plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est de faire une très belle expérience, reproductible, claire,
et qui vous montre exactement l'inverse de ce que vous pensiez, parce que ça veut dire que ça, c'est une vraie découverte. Si vous trouvez ce que vous pensez, ça veut dire que vous avez bien travaillé, que votre modèle était juste, votre expérience était bien faite, et vous avez trouvé ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une découverte. Et bien là, ce qu'ont fait Mike Bishop et Harold Varmus, c'était une véritable découverte. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ce gène SARC, donc l'extrémité qui est en rose ici dans le virus, eh bien, ce gène SARC était présent avant l'infection. Et ça, c'était évidemment une découverte absolument fondamentale. Et dire qu'il était présent avant l'infection, ça veut dire que ce gène SARC qu'on a découvert grâce à un virus était en fait un gène de la cellule. C'était un gène cellulaire. Et que pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, le virus avait capturé, il avait kidnappé ce gène, et c'est cette capture qui l'avait rendu transformant. Donc ce gène SARC est présent avant l'infection, et donc ça voulait dire que SARC était un gène cellulaire. En plus, ils ont pu montrer très rapidement que ce gène SARC était très fortement conservé dans l'évolution. On le trouve chez les oiseaux, on le trouve chez les mammifères, on le trouve chez l'homme, on le trouve chez la souris, on le trouve chez les singes. Bref, il est partout. Et qu'au fond, ce que faisait le virus, c'est d'avoir capturé un gène cellulaire et au cours de l'infection, de l'exprimer beaucoup plus que normalement. Donc c'était principalement un effet quantitatif, même si on verra après qu'il y avait quelques modifications qualitatives, c'est-à-dire que ce gène viral SARC, il n'a pas seulement été capturé, il a aussi été un petit peu muté, et le fait de l'avoir muté va l'avoir rendu, bien sûr, encore plus transformant. Donc ça voulait dire que la surexpression, ces petites modifications, vont transformer un gène cellulaire que chacun d'entre nous a et que chacun d'entre nous tolère très bien, en un gène capable de transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse en un coup. Alors ça voulait dire qu'un seul gène était capable d'induire toutes les modifications de phénotype, toutes les modifications morphologiques que je vous ai décrites, hein, le fait de devenir immortel, le fait d'être rond, le fait de pousser dans de la gélose molle, le fait que les cellules soient capables de monter les unes sur les autres, bref, toutes ces caractéristiques de la transformation cancéreuse étaient liées à un seul gène. Et ça, c'était évidemment tout à fait étonnant, et ça voulait dire que ce gène avait des fonctions pléiotropiques, donc multiples. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'au fond, chacun d'entre nous porte un certain nombre de gènes, qui sont des gènes extraordinairement puissants, encore une fois, puisqu'ils sont capables de transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse, et que ce sont des modifications somme toute assez discrètes, mutations, quelques mutations, surexpressions, qui vont finalement transformer ce gène en une bombe qui va être capable de transformer des cellules normales en des cellules cancéreuses. Et au fond, ce qu'a fait le virus, c'est simplement de capturer ce gène cellulaire, de l'apprivoiser en quelque sorte, de le muter, de l'optimiser pour qu'il soit de plus en plus transformant, ce qui évidemment va donner un avantage sélectif au virus. Alors, ça c'était une découverte fondamentale, elle a valu très peu de temps après le prix Nobel à Mike Bishop et Arnold Varmus, parce que vraiment, le prototype de ce qui semblait être un facteur externe, ce virus qu'on apportait, qui venait de l'extérieur, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement vectorisé un morceau du génome, il a pris un de nos gènes, il l'a muté, il l'a rendu encore plus transformant, et il va ensuite servir simplement de vecteur de transduction, de vecteur de lettres, en quelque sorte, pour pouvoir amener ce gène modifié à l'intérieur des cellules hôtes. Alors, est-ce que le cas du RSV était un cas unique? Non. Et on a très rapidement, entre-temps, les virologues avaient bien travaillé, dans les 30 années qui avaient précédé, les virologues avaient collectionné toute une série de virus. Ils vous sont représentés ici, et c'est une liste non exhaustive. Donc il y avait toute une série de virus qui étaient connus dans la communauté scientifique pour être capables d'avoir les mêmes propriétés que le RSV, le House Sarcoma Virus. Et en quelques années, grâce au progrès de la génétique moléculaire, on a pu identifier, cloner ces virus, trouver leurs oncogènes, et on a commencé à trouver toute une liste de gènes qui vous sont représentés ici, qui ont les mêmes caractéristiques que le RSV, que SARC, c'est-à-dire des gènes qui sont des gènes cellulaires
capturés, mutés, surexprimés par ces virus et qui vont être capables, qui rendent ces virus capables de transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Donc ça veut dire que des oncogènes, malgré le caractère extraordinairement pléiotropique du gène SARC, eh bien, des oncogènes, il y en a des tas, et on a pu en trouver dans des tas d'organismes, le poulet, la souris, la dinde, le rat, le chat. Il y en a également d'autres qui ont été trouvés chez certains singes. Donc vous voyez, toutes sortes d'organismes vont avoir fait des virus, vont avoir sélectionné des virus, toute une série de ces oncogènes, toute une série de maladies, des sarcomes, donc des tumeurs solides des parties molles, mais aussi des leucémies, beaucoup de leucémies, des leucémies myéloïdes ou des leucémies de la lignée rouge, des érythroleucémies, des maladies du système réticulo-endothélial, des ostéosarcomes, des maladies de l'os, vous voyez, donc des maladies extrêmement variées. Et puis quand on a commencé à regarder les fonctions de ces protéines, eh bien, on s'est aperçu que ces protéines aussi, ces protéines oncogéniques, dérivées de ces gènes capturés par le rétrovirus, elles vont avoir toutes sortes de propriétés. Donc ça, ce sont des récepteurs, des molécules transmembranaires qui ont une activité enzymatique de type qu'on appelait tyrosine kinase, des facteurs de transcription, des kinases agissant sur d'autres sites, encore des facteurs de transcription, récepteurs à une hormone, des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, et des petites protéines G, donc, dont on reparlera peut-être dans une année suivante, des récepteurs pour des facteurs de croissance. Bref, on a toutes sortes de gènes qui ont ces propriétés et qui ont été sélectionnés par ces virus. Alors, ça a été extrêmement important. De même, donc, à l'image du RSV, tous ces virus sont capables de transformer en un coup, et ils sont capables de transformer tellement vite que les tumeurs qu'on va observer, encore une fois, sont polyclonales, c'est-à-dire que toute cellule touchée par le virus va se mettre à pousser, et que donc, quand on injecte des doses élevées de virus, ce qui est toujours le cas, on va avoir toutes des cellules d'origine très différentes qui vont toutes se mettre à pousser pour constituer cette tumeur. Donc ils ont un mode de développement extrêmement rapide. Et puis, dernière remarque générale, un virus qui s'appelle l'AEV était même porteur en fait de deux oncogènes différents. Et donc on trouvait déjà la notion de coopération. Certains virus avaient été suffisamment astucieux pour capturer deux gènes différents qui coopéraient pour induire la transformation. Et ça a été le premier élément suggérant que dans certains cas, il fallait une coopération entre les oncogènes, il fallait jouer sur deux cibles à la fois pour arriver à transformer en un coup une cellule cancéreuse en une cellule normale. Bon, je vous propose de faire une pause de quelques minutes et on va voir ensuite, dans la prochaine diapo, comment se sont formés ces virus et comment est-ce qu'ils ont pu capturer ces oncogènes. Voilà, donc je vous propose de reprendre maintenant comment se forment ces virus. Eh bien, nous avons vu que le RSV était en fait dérivé d'un autre virus dont on reparlera plus tard dans le cours, qui s'appelle l'ALV, Avian Leukocytosis Virus, donc qui est un rétrovirus typique, qui ne porte pas d'oncogène. À la suite de l'infection, de la rétrotranscription, on va avoir création du provirus ADN. Ce provirus ADN va s'insérer au fond dans le génome, et en première approximation, on va dire qu'il va s'insérer de manière aléatoire à l'intérieur du génome de l'autre. Et donc, il va s'insérer un peu n'importe où, et en particulier, de temps en temps, il va pouvoir s'insérer au voisinage d'un gène cellulaire, ici le gène SARC. Et cette insertion au sein du gène cellulaire, dans certains cas, quand tout va bien, va permettre de créer une fusion finalement entre le génome du virus, qui vous est représenté ici en bleu, et puis ce nouveau gène qui est représenté en marron. Et donc cette fusion va créer, au fond, un nouveau génome pour ce virus, nouveau génome qui va pouvoir être intégré dans la particule virale. Et c'est donc comme ça, par ce phénomène d'insertion, que se fait cette capture, ce kidnapping de séquences virales qui vont être encapsidées dans le virus. Alors, la plupart du temps,
cette capture ne va pas avoir d'incidence fonctionnelle. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour capturer un gène qui soit un gène de croissance, permettant la croissance, mais dans certains cas, ça va se produire. Et bien sûr, dans le cas des oncogènes porteurs des rétrovirus porteurs d'oncogènes, le virus, par sa capacité de transformation, va avoir un énorme avantage sélectif et il va pousser beaucoup mieux puisque les cellules qu'il va infecter vont se mettre à pousser. Et donc ça, bien sûr, ça va participer au développement de ces virus. Alors, en fait, Rauss a eu beaucoup de chance. Rauss a eu énormément de chance parce que vous imaginez bien qu'une mécanique de virus, c'est un petit peu comme un programme informatique. Hein. Il suffit d'un rien pour que ça bug et il suffit d'un rien pour que la réplication soit bloquée ou soit interrompue. Et donc, c'était un véritable miracle que le virus ait pu capturer cet assez gros morceau de gène et en même temps garder ses capacités de réplication, garder toute cette machinerie qui va lui permettre la rétrotranscription et l'intégration. Et en fait, le cas donc, du virus RSV, qui est un virus compétent pour la réplication, est un cas relativement isolé. La plupart des virus que je vous ai présentés précédemment sont des virus qui, parce qu'ils portent un oncogène, sont devenus défectifs. C'est-à-dire que la capture de l'oncogène a finalement détruit leur propre programme de réplication. Et donc, ces virus défectifs vont se propager avec un virus intact, avec un virus helper, donc un virus qui aide. Et donc, la préparation virale va être en fait un mélange entre deux virus. Un virus normal, type ALV, qui va donc être capable de faire un prégénome, mais surtout les protéines GAG poléenves, qui vont donc permettre de faire les particules. Et puis, ce virus qui a capturé l'oncogène, mais qui, parce qu'il a capturé l'oncogène, est devenu défectif, et parce qu'il est devenu défectif, n'est plus capable de se répliquer tout seul, mais il a besoin de l'autre qui va lui apporter, finalement, par une complémentation en trans, les protéines dont il a besoin. Et donc, lui ne va faire que le génome, et ce génome va être encapsidé dans des particules, mais dans des particules dont les protéines viendront de l'autre génome, qui va donc lui servir à se répliquer. Et donc, la plupart de ces virus vont avoir besoin de ce virus facilitateur qui va apporter finalement par une complémentation en trans les protéines essentielles permettant l'encapsidation de ce génome défectif, et défectif parce que fortement remanié, et fortement remanié par la capture de cet oncogène. Donc le RSV finalement c'était un cas un petit peu miraculeux qui a permis à toute l'histoire de commencer, mais c'était l'exception parce qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres virus compétents pour la réplication ayant capturé des oncogènes. Alors, au fond, et c'était la chose qui a permis, la découverte qui a permis à Bishop et Warmus d'avoir le prix Nobel, ça veut dire que ce ne sont pas ces virus qui portent des gènes particuliers qui sont transformants, simplement ces virus, par du bricolage génétique, ont réussi à capturer nos gènes, ils ont capturé nos gènes et ils les ont finalement apprivoisés, si j'ose dire, pour les rendre le plus transformants possible. Et ceci a permis donc la découverte d'un assez large spectre de gènes. Ça, c'est la première moitié, si vous voulez, de gènes absolument essentiels pour la découverte, pour la transformation cancéreuse qu'on a appelée des oncogènes. Alors, et maintenant, est-ce qu'il y a des virus, des rétrovirus sans oncogènes? Eh bien, je vous en ai déjà parlé, la réponse est oui. Il y a l'ALV dont on a parlé, il y en a d'autres, il y a le MLV, MMTV, donc ils ne portent pas d'oncogènes, eux n'ont que les protéines GAG-poléenves. Et la surprise a été de voir qu'au fond, eux aussi sont capables d'induire des tumeurs. Et ALV, on aurait déjà pu le deviner, ALV, ça veut dire Avian Leukocytosis Virus, donc c'est un virus qui donne des leucémies. Et pourtant, il ne porte pas d'oncogène. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, d'abord, si on regarde l'histoire naturelle de la maladie, et c'est là évidemment où les modèles animaux sont extrêmement précieux, la transformation induite par l'ALV est différente, elle est beaucoup plus lente que celle induite par le RSV. Je vous ai dit que le RSV, c'était un mode quasi épidémique. On injecte le virus et quelques semaines après, la tumeur se développe. Avec l'ALV, c'est très différent. Il faut plusieurs mois. On va avoir des leucémies, mais ça va prendre plusieurs mois. Donc ça veut dire que le mécanisme est différent. Effectivement, je vous ai dit que ce rétrovirus ne portait pas d'oncogène.
de manière logique, l'ALV n'est pas transformant sur les cellules en culture. Donc la belle expérience que je vous montrais tout à l'heure, dans laquelle on prend une monocouche, on infecte avec le RSV, chaque fois qu'une cellule est infectée, elle va devenir transformée. Là, il ne se passe rien. Et du fait de cette moindre efficacité, les tumeurs qu'on observe chez l'animal, les leucémies, sont la plupart du temps clonales. C'est-à-dire que là, comme dans les cancers naturels chez l'homme, on va avoir une seule cellule d'origine. Et ça traduit le fait, bien sûr, que ce processus de leucémogénèse est beaucoup moins efficace que la leucémogénèse nécessitant la présence d'un autre gène. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça va fonctionner, en fait, par la capacité d'intégration de ce provirus. Et on va voir que dans le cas de l'ALV et d'un certain nombre d'autres virus qui ne portent pas d'oncogène, ce qui va être critique pour la transformation, c'est l'intégration du virus. C'est donc, au fond, les perturbations dans le génome qui sont induites dans le génome cellulaire, qui sont induites par l'intégration du virus. Alors, comment est-ce qu'on a pu le démontrer? Eh bien, tout simplement par l'observation dans les leucémies liées à l'ALV qu'on va avoir très fréquemment une surexpression d'un gène extrêmement important dont on sera amené à reparler souvent, qui est le gène MYC. MYC, c'est un facteur de transcription. C'est un facteur de transcription qui est nécessaire à la croissance cellulaire. Et donc les dérégulations de l'expression de MYC sont extrêmement courantes dans les tumeurs. On verra ça dans un instant. Et donc, l'intégration de ce virus ALV va se faire au hasard. Et tant qu'on est loin de tout gène de cancer, eh bien, il n'y a pas d'avantage prolifératif. Et donc, la cellule est infectée, mais elle ne pousse pas. Et puis, de temps en temps, on va avoir une insertion à proximité de ce gène MYC. Et cette insertion à proximité de ce gène MYC va conduire à une surexpression très forte de MYC, plus de protéines. Et en fait, MYC fait partie de ces gènes dont la simple surexpression va être suffisante pour induire la croissance et pour induire la transformation. Alors, ça, c'est le mécanisme dans le cas de l'ALV. Le mécanisme n'est pas absolument général, puisque tous les rétrovirus ne sont pas transformants. En particulier, on sait que le HIV ou les spumarétrovirus ne sont pas des virus transformants, ils ne sont pas associés au développement de cancer lié à l'infection virale. Et ça, c'est lié au fait qu'il existe dans le cycle rétroviral une certaine spécificité de l'intégration, qui est quelque chose, des phénomènes qui sont encore largement en cours d'étude. On sait qu'il y a des zones préférentielles pour chaque virus dans le génome dans lesquelles ils vont s'intégrer. Et c'est ce qui explique que le HIV ou les spumarétrovirus ne sont jamais transformants, alors que des virus comme l'ALV ou le MMTV, eux, vont avoir la capacité de s'intégrer à proximité de gènes importants et que la surexpression de ces gènes va conduire à la transformation. Alors voilà une diapositive historique, si j'ose dire, dans laquelle on vous représente ce gène MYC. Et ça, ce sont l'ensemble des différentes insertions de rétrovirus qui ont été observées dans des leucémies. Et donc, vous voyez un degré de regroupement tout à fait extraordinaire. À vrai dire, au sein du premier intron, c'est toujours dans une toute petite région du génome, une minuscule région du génome, que va s'intégrer l'ALV, et ceci va conduire à la surexpression très forte de MYC, qui va suffire à la transformation cellulaire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est ce qu'on a appelé la mutagénèse d'insertion. Et donc cette mutagénèse d'insertion, c'est le deuxième grand mécanisme par lequel les rétrovirus sont capables de transformer. Donc dans des cas très rares et qui n'existent pas chez l'homme, il va y avoir capture d'un gène, mais de manière générale, l'intégration de ce virus à proximité de gènes cellulaires va être capable de les réveiller. Et ça, c'est un phénomène qui existe pour la plupart des rétrovirus. La plupart des rétrovirus vont s'intégrer, et pour certains rétrovirus particuliers, en particulier l'ALV, ça va être capable de réveiller l'expression d'un certain nombre de gènes. Et donc ça, historiquement, ça a été à l'origine de la découverte d'une deuxième famille d'oncogènes. Donc après la première famille de ceux qui avaient été capturés, il y a la deuxième famille qui a été découverte au début des années 80, de ceux qui ont été réveillés, en quelque sorte, réveillés par les insertions virales.
Et ce réveil d'insertion virale va finalement avoir exactement les mêmes caractéristiques que celles qu'on a mentionnées tout à l'heure. Il y a toute une série de virus qui sont capables de faire ça. Ces virus, on les trouve chez toutes sortes d'animaux, les poulets, encore les souris, des singes, des primates, hein, et encore d'autres animaux. Et puis, on va découvrir une nouvelle famille, un nouveau groupe d'oncogènes qui, là encore, vont avoir des fonctions très différentes, mais dont certaines sont partagées avec celles qu'on a vues tout à l'heure, en particulier les facteurs de transcription, aussi des récepteurs à activité tyrosine kinase, des kinases kappa ayant pour cible des sérines, des récepteurs de cytokines, des petites protéines G, etc. Alors, première chose rassurante, si je peux dire, pour les biologistes qui étaient intéressés par ces questions, eh bien, c'est que les deux groupes n'étaient pas mutuellement exclusifs. Et en d'autres termes, il y a certaines protéines, certains gènes qui ont été identifiés à la fois par capture et aussi par réveil. Ce qui voulait dire que tous les gènes n'étaient pas capables de provoquer les cancers. Il y avait un sous-ensemble de gènes importants, donc on a appelé les oncogènes, capables d'induire la formation de tumeurs. Et ces oncogènes, on pouvait les trouver finalement activés par capture ou activés par mutagénèse d'insertion, par réveil de l'expression. Alors dans ceux-là, il y a en particulier RAS qui est MYC, hein, qui ont été trouvés dans les deux groupes. Alors, cette deuxième vague a été donc surtout importante par la découverte de MYC. Et avec MYC, on a commencé à avoir déjà un petit peu d'intégration. Vous voyez qu'avec ces virus, on en connaissait énormément, ça allait un petit peu dans tous les sens. Se posait la question de savoir si on allait avoir des centaines de gènes pouvant provoquer le cancer ou si il y en aurait un sous-ensemble, un répertoire limité. Et en fait, l'exemple de MYC, qui est vraiment un gène central de la transformation, suggérait qu'effectivement, il y avait un sous-ensemble limité. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé MYC dans toutes sortes de modèles. Donc, je vous l'ai dit, MYC peut être intégré au rétrovirus, hein, donc capturé par les rétrovirus dans le premier cas de figure. MYC peut être réveillé par une insertion virale située à proximité du gène cellulaire. Donc là, vous voyez que le virus est en dehors, mais il va réveiller le gène cellulaire. Et puis, de manière très importante, MYC est aussi la cible de réarrangements génétiques qui ont été découverts à la même époque, des translocations, en particulier dans une maladie dont on a parlé dans le cours précédent, qui s'appelle le lymphome de Burkitt, qui était cette maladie qu'on voit chez l'enfant africain qui est liée à l'infection par le virus d'Epstein-Barr et au paludisme. Eh bien, dans cette maladie, il y a une translocation entre un gène cellulaire qui est un gène des immunoglobulines et ce gène MYC qui va conduire à une surexpression de MYC, cette fois-ci par un mécanisme d'insertion de promoteur, mais au lieu d'être un promoteur viral, c'est un promoteur cellulaire qui va faire exactement la même chose que le rétrovirus. Il va conduire à la surexpression de MYC. Et puis enfin, peu de temps après, on découvre dans une maladie des cellules nerveuses qui s'appelle le neuroblastome, eh bien, on va découvrir des amplifications de MYC, c'est-à-dire que cette fois-ci, le gène va être dupliqué. Et au lieu d'avoir un seul gène, on va avoir parfois une centaine de gènes, une centaine de copies du gène, qui bien entendu vont conduire à une surexpression extrêmement forte de la protéine. Donc MYC était au fond un premier trait d'union dans les mécanismes de transformation cellulaire qui va permettre de montrer qu'il y a au fond un petit nombre de voies qui vont être altérées par des mécanismes divers. Donc trait d'union, encore une fois, entre des voies de cancérisation qui sont complètement indépendantes, des maladies qui sont complètement indépendantes, mais qui quand même vont reposer à la fin sur les mêmes gènes. Alors, on a même pu étendre, à vrai dire, peu de temps après, ce mécanisme à d'autres types de virus. Alors, ce qui vous est représenté ici, c'est un virus à ADN, qui est le virus de l'hépatite B. On en parlera dans le prochain cours. Ces virus existent chez un certain nombre d'espèces, et on va parler aujourd'hui de l'homme et de la marmotte. C'est pratiquement le même virus, donc virus à ADN, virus complexe, virus qui a la capacité de s'intégrer, encore une fois, dans le génome. Et cette intégration dans le génome va se faire de manière extrêmement préférentielle dans ce gène MYC. Et c'est l'insertion du génome de l'hépatite B, donc virus à ADN dans ce gène MYC, qui est responsable de la transformation, du développement du cancer du foie chez la marmotte. Et vous voyez que les trois types MYC existent sous plusieurs formes. La forme standard qui s'appelle c-MYC, et puis le gène a été dupliqué 2 fois. Donc il y a un autre gène qui s'appelle n-MYC et qui, chez la marmotte, existe à 2 copies. Et vous voyez que
dans presque 80% des cancers chez la marmotte, le virus de l'hépatite B de la marmotte va s'intégrer dans ce gène MYC, exactement comme un rétrovirus, et conduire à une surexpression de ce gène. Et encore une fois, ceci souligne l'unité des mécanismes de transformation dans des systèmes cellulaires, chez les animaux, dans les organes, avec des virus complètement différents. On va avoir des mécanismes qui sont assez largement chevauchants. Alors, pour poursuivre sur ces rétrovirus dépourvus d'oncogènes, je vais vous parler maintenant d'un virus important chez la souris qui s'appelle le MMTV. Donc MMTV, ça veut dire Mouse Mammary Tumor Virus. C'est le virus des tumeurs mammaires de la souris, et donc qui est un virus qui est connu depuis les années 1930, qui est un rétrovirus dépourvu d'oncogènes, et qui, comme l'indique son nom, va induire des tumeurs mammaires chez la souris. Ce virus est capable de s'intégrer. Il s'intègre au voisinage de protons oncogènes, exactement comme l'ALV. Donc, c'est un virus qui est d'une famille rétrovirale différente, mais il fait exactement la même chose. Il va s'intégrer à proximité de gènes cellulaires importants. Vous avez quelques-uns de ces gènes qui sont indiqués ici, en particulier le gène P53, dont j'ai beaucoup parlé dans ma leçon inaugurale et je crois aussi dans le dernier cours, qui est un gène absolument fondamental dans le maintien de l'homéostasie cellulaire. Et donc, on va avoir une surexpression de ce gène du fait de l'existence de ce promoteur viral dans la structure du rétrovirus avec les gènes GAG-poléans. Il y a également deux séquences qui s'appellent les longues répétitions terminales, qui sont abrégées en LTR, qui sont dupliquées 2 fois et qui encadrent le virus, qui vont permettre sa mobilité. Et ces séquences de type LTR ont une activité promoteur très importante qui va donc être capable de réveiller des gènes situés à proximité, ou parfois d'ailleurs aussi des gènes situés à une distance assez grande. On va avoir une désorganisation complète du contrôle transcriptionnel, avec donc un certain nombre d'oncogènes qui ont été identifiés de cette manière. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du MMTV alors que finalement, en première approximation, ça semble être exactement la même chose que l'ALV, et effectivement, les mécanismes sont assez similaires. Je voulais vous en parler pour vous parler du mode de transmission et du tropisme mammaire. Alors, une des raisons du tropisme mammaire de ce virus, c'est que le promoteur du rétrovirus, le LTR, est un promoteur qui est extrêmement sensible aux hormones, et en particulier aux hormones stéroïdes de la grossesse. Et donc, en fait, pendant la grossesse, au moment où il va y avoir un très important développement de la glande mammaire, eh bien, l'activité transcriptionnelle de ce virus va être considérablement augmentée du fait de la présence d'éléments de réponse à la progestérone dans ce virus. Et donc, ce tropisme mammaire du virus explique que les tumeurs aient lieu principalement dans le sein. Et de manière très intéressante, quand on a étudié ce modèle animal, on avait cru pendant une bonne dizaine d'années que c'était un modèle héréditaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lignées en fait, dans lesquelles on avait ce type de tumeur, ce type de virus, de manière qui est transmise de mère à enfant. Et en fait, il a fallu toute l'astuce des gens qui font de l'expérimentation animale pour comprendre qu'en fait, ça n'était pas une transmission héréditaire, mais c'était une transmission par l'allaitement maternel. Et effectivement, l'allaitement maternel, au moins pour des animaux, va ressembler tout à fait, presque dans sa présentation à une transmission génétique. Et en fait, on sait que donc, au moment de l'allaitement, le virus va passer dans le lait. Il passe dans le lait parce qu'il est présent dans la glande mammaire et en plus, son promoteur est très fortement activé par les hormones qui vont conduire au développement de la glande mammaire. Donc, au fond, le virus va être principalement synthétisé au moment de la lactation. Il va être avalé par les souriceaux. Il va passer dans l'intestin. Il va d'abord infecter des cellules immunitaires et ensuite, il va progressivement aller infecter des cellules de la glande mammaire, et au moment où ces souriceaux vont avoir des portées, avec le développement de la grossesse, la stimulation de la glande mammaire et du virus par les hormones, et en particulier la progestérone, eh bien, le cycle va se boucler, donc le virus va se répliquer, et on savait, en fait, on a pu montrer après la transmission par l'allaitement et par la glande mammaire,
que les tumeurs chez la souris étaient d'autant plus fréquentes qu'il y avait eu plus de portée, parce que chaque fois qu'il y a une grossesse, on va avoir une stimulation hormonale, et cette stimulation hormonale du promoteur va permettre la réplication du virus et l'infection de nouvelles glandes, de nouvelles cellules dans la glande mammaire. Et évidemment, plus on va avoir d'infections, plus on va avoir de cycles réplicatifs, plus on va avoir de malchance d'avoir une intégration à proximité d'un oncogène. Et donc ceci explique le développement de cette maladie, encore une fois, qui avait été prise pour une maladie virale au départ, pour une forme héréditaire, et en fait qui ne traduisait que la transmission d'un facteur transformant par le lait. Alors, ceci explique d'ailleurs, il y a d'autres exemples de virus, on en verra un tout à l'heure si le temps nous le permet, sinon dans le prochain cours. Le rétrovirus HTLV1 peut être aussi transmis par l'allaitement maternel. Et donc là aussi, on avait pu croire à une certaine époque qu'il y avait des maladies qui étaient héréditaires, alors qu'en fait, elles étaient transmises par ces virus. Alors de manière aussi importante, l'existence de ce MMTV qui a été très bien caractérisé dans la deuxième moitié du XIXe siècle fait qu'on a cherché pendant très longtemps, par contre dans l'espèce humaine, on a cherché chez les femmes des virus de type MMTV qui expliqueraient la prédisposition génétique à certaines tumeurs mammaires dans certaines familles. Là, par contre, on n'a pas trouvé de virus, mais chez l'homme, ce sont des mutations, ce sont des facteurs génétiques qui sont responsables de certaines formes héréditaires ou familiales de développement du cancer du sein. Alors, ceci m'amène à vous parler rapidement des rétrovirus endogènes, parce qu'après, finalement, on va voir historiquement que dans les années 70, on était persuadé que tous les cancers étaient liés à des virus. On a cherché des virus partout, et puis, par chance, on ne les a pas trouvés, parce qu'on verra que chez l'homme, la transmission par des virus est un facteur modeste, et qui est surtout présent dans les pays du tiers-monde. Et donc, il y avait quand même une école biologique extrêmement puissante qui cherchait des virus et qui dit si ce ne sont pas des virus exogènes, ça pourrait être des virus endogènes. En effet, il existe dans notre génome un assez grand nombre de rétrovirus qui viennent probablement d'infections de la lignée germinale dans des époques historiques de l'évolution. Et ces rétrovirus endogènes, qui ressemblent beaucoup aux rétrovirus que je vous ai exposés, qui ont les séquences LTR, GAG, POL et ANG, ce sont d'anciens provirus, eh bien, ils représentent jusqu'à 8% du génome, ce qui est considérable. Et dès les années 70-80, on avait pu noter que lors de la transformation cancéreuse, beaucoup de ces rétrovirus endogènes sont réactivés, au moins au niveau de la transcription, et on peut voir des images de bourgeonnements rétroviraux, comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, dans un certain nombre de tumeurs. Et ceci avait donc conduit à une hypothèse qui était qu'au fond, ce n'était pas un virus exogène qui était responsable de la transformation cancéreuse chez l'homme, mais c'était au contraire la réactivation de ces virus endogènes qui sont normalement silencieux et qui, du fait de la transformation cancéreuse, redeviennent actifs. Et donc, certains avaient proposé que c'est cette réactivation de ces virus qui serait impliquée dans la transformation cancéreuse. Alors, la réponse, c'est plutôt non. Plutôt non, il semblerait que cette réactivation des virus soit le reflet de changements transcriptionnels dans la cellule cancéreuse, qu'on verra en détail probablement d'autres années. Mais il y a quand même très récemment quelques exemples qui ont été décrits dans lesquels on a un réveil de la transcription de certains gènes très importants, en particulier un récepteur à un facteur de croissance qui était un de ceux qui peuvent être réactivés par des rétrovirus exogènes. Et donc, dans les 2-3 dernières années, on a décrit quelques phénomènes de réactivation transcriptionnelle d'oncogènes par des rétrovirus endogènes dans des cancers humains. Alors, ce n'est pas parce que c'est décrit que c'est important. C'est encore une question qui est ouverte, mais disons qu'au niveau moléculaire, il existe quelques exemples tout à fait clairs où la réactivation de la transcription de ces rétrovirus endogènes va permettre l'expression augmentée de certains gènes qui ont des capacités qui sont des oncogènes réels. Mais ça, évidemment, c'est une photo qu'on leur fait à la fin de la transformation. Ça ne veut pas dire que ce soit nécessaire à l'initiation de la transformation. Et puis très récemment, cet été, on a pu montrer que d'autres éléments mobiles, qu'on appelle les lines,
qui ont des parentés avec les rétrovirus, qui sont aussi des éléments endogènes, bien que d'autres éléments mobiles étaient capables de faire transposer certaines séquences cellulaires. Et là encore, on peut imaginer que ça contribue au processus de transformation. Alors, dernière chose, sur la mutagénèse d'insertion, eh bien, pour vous dire d'abord que l'insertion, ça existe chez l'homme. Et donc, des travaux très récents, puisque là encore ça date de cet été, ont montré, grâce aux techniques de génomique et grâce aux techniques de séquençage profond, donc on est capable aujourd'hui de séquencer de très nombreux génomes entièrement, et on a pu regarder à quel endroit allait s'intégrer le HIV dans des cellules qui assurent la stabilité du génome, puisque le HIV va avoir la capacité de s'intégrer dans le génome de l'autre, et c'est pour ça qu'il est si difficile de s'en débarrasser. Et dans certains cas, on a pu montrer que cette insertion du HIV était à proximité de gènes importants pour la prolifération cellulaire, et donc il a été proposé que ceci contribue à sa stabilité dans le génome. Mais je vous rappelle encore une fois que le HIV n'est pas directement oncogène. Hein. Donc quand il y a des développements de lymphomes chez les patients souffrant du sida, c'est en fait plutôt par des mécanismes de perte de contrôle immunitaire d'autres virus, et en particulier des virus EBV, comme on le verra plus tard. Bon. Donc chez l'homme, il y a des phénomènes de mutagénèse insertionnelle avec les rétrovirus, et en particulier avec le HIV. Et puis, dernier exemple dont je voulais vous parler, eh bien, c'est celui de la thérapie génique. Donc, vous savez qu'on a pu développer, en particulier en France, des approches de thérapie génique avec des rétrovirus qui ont permis des succès tout à fait remarquables, et en particulier dans des maladies comme le syndrome combiné d'immunodéficience sévère, dans lesquelles il manque des protéines de signalisation, et le manque d'une protéine de signalisation va faire qu'on va être incapable de former des lymphocytes T matures, et donc on va avoir un déficit immunitaire très profond. Et donc dans cette maladie, on a pu apporter la protéine qui manquait grâce à un transfert de gènes, et ces transferts de gènes historiquement ont été réalisés avec des rétrovirus dérivés du MLV, et donc on a pu arriver, en rajoutant la protéine qui manquait, à permettre la différenciation complète des cellules T et des cellules NK, et donc de permettre à ces enfants de retrouver un système immunitaire normal. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, eh bien, ce rétrovirus qui était utilisé comme médicament, finalement, s'est inséré dans des gènes importants pour le cancer, et le gène qui a l'air d'être ciblé de la manière la plus fréquente, c'est un gène qui s'appelle LMO2, qui est un gène important dans le développement des cellules T. Et donc l'insertion de ce virus dans certaines cellules à proximité de ce gène LMO2 a conduit à une surexpression de LMO2 qui va bloquer la différenciation. Et en bloquant la différenciation, eh bien, on va avoir une accumulation de ces cellules qui a été à l'origine de leucémies qui ont donc nécessité ensuite un traitement chimiothérapie standard, et qui ont guéri dans la plupart des cas. Mais donc ça montre que finalement, au niveau biologique, ce phénomène que je vous ai extensivement décrit de mutagénèse insertionnelle, eh bien, il peut exister chez l'homme quand on utilise certains types de virus. Alors évidemment, les virus qui étaient utilisés ici ne sont pas des virus naturels qui infectent l'homme, c'était des virus recombinants. Donc, la mutagénèse d'insertion, ça existe, mais sa contribution, disons, au développement des cancers d'une manière générale est extrêmement limitée. Et puis, pour finir sur cette mutagénèse insertionnelle, sachez que la mutagénèse insertionnelle, en expérimentation animale, est un mécanisme tout à fait classique d'accélération d'une prédisposition tumorale. Et donc, on verra quand on parlera des modèles animaux, dans un certain nombre de cas, on est capable de transduire un oncogène dans le génome d'une souris, par exemple, et contrairement aux oncogènes dont on a parlé pour l'instant, qui sont des oncogènes extrêmement forts, qui, dans beaucoup de cas, vont suffire à transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse, très souvent, les oncogènes qu'on va étudier par transgénèse ne sont pas suffisamment forts pour induire tout de suite le développement d'une maladie. Ils vont en fait constituer une prédisposition. Et pour arriver à passer de ce syndrome de prédisposition à la maladie, assez souvent, on va avoir recours à cet artifice de la mutagénèse insertionnelle, c'est-à-dire qu'on va infecter ces souris prédisposées par des rétrovirus,
Ces rétrovirus, par la mutagénèse insertionnelle qu'ils vont provoquer, vont être capables de réveiller d'autres gènes qui vont coopérer avec le premier et qui vont permettre le développement de véritables tumeurs. Et donc, on va pouvoir ensuite identifier, en recherchant la trace finalement de ce virus dans la tumeur, quel est l'autre gène qui a coopéré avec le premier. Et ça a été un outil extrêmement puissant dans la découverte des oncogènes et des voies de coopération entre les oncogènes dans des modèles animaux. Bon, écoutez, je vous propose d'arrêter ici pour aujourd'hui, et donc on reprendra la prochaine fois pour finir le cas des rétrovirus avec un virus qui s'appelle HTLV1, qui, là, pour le coup, est un véritable virus leucémogène humain, virus qui, par chance, est un virus peu infectieux et peu transformant, donc un virus qui court dans certaines populations. Et les populations qui sont infectées par ce virus, qu'on trouve en Afrique et au Japon, vont avoir un surrisque de leucémie, mais qui, Dieu merci, est un risque relativement faible. Et ce virus se transmet aussi par l'allaitement. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, en fait, au Japon, on va cribler les femmes pour savoir si elles sont infectées par ce virus. Et si elles sont infectées par le virus, on leur demande de ne pas allaiter pour interrompre la transmission de ce virus. Et donc, c'est un virus dont on peut espérer que dans une cinquantaine d'années, il soit largement éliminé. Et on verra exactement comment est-ce qu'il va pouvoir induire la transformation par des mécanismes qui sont différents, qui sont ni de la capture d'oncogènes cellulaires, ni de la mutagénèse d'insertion, mais qui font vraiment appel, cette fois-ci, au pouvoir leucémogène d'une protéine virale. Et ce sera évidemment une transition vers le cours sur les virus à ADN pour lesquels, là, ce sont des protéines virales qui sont responsables de la transformation. Merci beaucoup.